Dans l'obscurité avant l'aube, l'équipage est frénétique et terrifié. Leur canot de sauvetage est coincé et le navire chavire, plongeant 34 hommes dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique. En mai 1944, la société Sun Shipbuilding and Dry Dock Company à Chester, en Pennsylvanie, a construit un pétrolier T2SEA, un nommé SS Musgrove Mills. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces pétroliers étaient essentiels pour approvisionner les forces alliées en carburant, soutenir les opérations navales et assurer le transport continu des ressources indispensables. 3 ans après la construction du pétrolier et la fin de la guerre, le navire a été vendu à la Gulf Oil Corporation. Renommé SS Gulf Mills, il a servi dans le commerce pétrolier civil. En mai 1961, le navire a été vendu à Marine Transport Lines Corporation. Le navire a de nouveau été rebaptisé SS Marine Electric et il a subi une modification importante. Un nouveau tronçon central du navire a été construit à Brême, en Allemagne, puis intégré à la proue et à la poupe existantes. Ces modifications apportées au SS Marine Electric ont augmenté sa longueur totale de 25 mètres et son poids de 15%, lui permettant de transporter une capacité de près de 26 000 tonnes. Le système de cale de la soute du navire utilisait initialement des boîtes à roses pour filtrer l'eau, mais des pièces ont été retirées et il manquait des soupapes de sécurité à certains endroits. Une boîte à roses agit comme un filtre au fond de la cale d'un navire. Elle laisse passer l'eau et les petits débris vers le système de drainage, bloquant les plus gros pour éviter que la pompe de cale ne se bouche. Elle maintient la cale sèche et assure le bon fonctionnement du drainage. Lorsque les modifications ont été apportées pour que le navire entre dans le commerce du charbon, les boîtes à roses ont été remplacées par des plaques pleines. Le navire dispose aussi de panneaux de cale MacGregor, facilitant l'ouverture et la fermeture des écoutilles de chargement. Ces modèles de panneaux à bassin unique utilisaient des taquets à action rapide, des coins et des vérins hydrauliques pour fixer et ouvrir les panneaux. Les taquets sont des dispositifs de verrouillage qui maintiennent l'écoutille en place. En serrant ces taquets autour du rebord de l'écoutille, ils créent un joint étanche empêchant l'eau de pénétrer dans la cale lors de conditions de mer agitées. En 1961, les panneaux d'écoutille ont été approuvés par le Bureau américain de la navigation, mais selon des normes fondées sur d'anciens taquets d'écoutille. Ces taquets d'écoutille n'étaient pas conçus pour supporter le poids des panneaux modernes sur les grands navires. Les normes étaient basées sur des navires plus petits, et non sur le poids des panneaux modernes sur les grands navires. L'année suivante, après sa conversion en vraquier, la propriété du navire a été transférée à la Marine Coal Transport Corporation. Le navire a repris le transport de charbon, mais avec le temps, ses panneaux de cale et son pont se sont fortement usés. Les membres d'équipage comptaient énormément sur des outils manuels comme des palans à chaîne et des tireurs pour manœuvrer les panneaux de cale déformés et détériorés. L'équipage employait aussi du ruban adhésif et du goudron pour étanchéifier les panneaux de cale mal alignés. L'entretien habituel des systèmes critiques n'a pas empêché la dégradation des conduites de ballast, des évents et des systèmes de cale. Les tôles fines étaient simplement réparées avec de l'époxy ou des doublures, et une fissure entre les cales 3 et 4 a été négligée. En 1990, le navire a transporté du charbon pour la New England Power Company à Brighton Point, Massachusetts. Il transportait parfois du grain l'été et voyageait en Israël. En février 1981, après son passage en cale sèche, le Marine Electric a reçu de la garde côtière américaine un certificat confirmant sa sécurité, son bon fonctionnement et sa conformité environnementale. Moins d'1 mois après cela, le Marine Electric s'est échoué près de Brighton Point. Les plongeurs n'ont rien trouvé, mais le Bureau américain de la navigation a exigé une vérification lors du prochain passage en cale sèche. En février 1982, un inspecteur expérimenté a effectué une inspection et a délivré au Marine Electric un certificat de ligne de charge sans aucune défaillance, malgré des preuves d'un entretien insuffisant, ce qui violait les réglementations internationales sur la ligne de charge. Le premier et le troisième officier ont fait part de leurs inquiétudes sur l'état du navire aux propriétaires, mais n'ont rien dit à la garde côtière ni au Bureau américain de la navigation, craignant de perdre leur emploi à une époque où la sous-déclaration était courante.
L'état détérioré et vieillissant du Marine électrique signifiait qu'il n'était pas sûr de continuer à travailler et que les propriétaires avaient besoin de plus de temps pour effectuer les réparations et l'entretien essentiels. Ils ont donc demandé 3 mois de plus pour le passage en cale sèche début 1983. Les gardes-côtes américains ont approuvé la demande. Cette prolongation a permis au Marine électrique d'entrer en cale sèche 3 mois plus tard que prévu, mais il aurait alors plus de temps en cale sèche. Durant cette période, le capitaine George Cole a provisoirement remplacé James Farnham, maître permanent du navire à Brighton Point. Lors de leur passation, le capitaine Farnham dit au capitaine Cole que tout l'équipement de navigation fonctionne bien, à l'exception de l'enregistreur de route, et que le système de navigation à longue portée est précis à 0,2 milles. Dans l'après-midi du 10 février 1983, le Marine électrique accoste en Virginie pour les opérations de chargement, de déchargement et de ballastage. Plus tard dans la nuit, une fuite se produit entre les ballastes 3 et 4 du côté tribord. Le troisième officier dit que les relevés changent à chaque vérification et que les ballastes étaient mis vides et secs au départ du dernier port d'escale. Les opérations de chargement du charbon sont terminées à 23 heures pendant qu'une tempête hivernale faisait rage. Avant le départ, le premier officier évalue le bulletin météo qui annonce des vents de coups de vent entre 25 et 35 nœuds. Il n'est pas inquiet car le navire a souvent affronté des conditions similaires. Juste avant minuit, le pilote et le maître d'amarrage sont à bord alors que le Marine électrique quitte le port pour Brighton Point avec l'aide des remorqueurs, tandis que la tempête s'intensifie. Des vents du nord-est de 55 nœuds soufflent et la mer passe de 1 mètre dans la baie de Chesapeake à 12 mètres dans l'océan. Le 11 février au matin, la météo prévoit des vents de 34 à 40 nœuds et une mer de force 8 du nord-est avec des vagues atteignant près de 8 mètres. À l'aube, le vent monte à 50 nœuds et la mer atteint force 10 avec des vagues de 9 à 12 mètres. Fonson Nisbea Samatianalir. Le navire arrive à la station de pilotage à l'embouchure de la baie et le chef officier observe le pilote descendre en toute sécurité. Après le débarquement du pilote, l'équipage n'inspecte ni le gaillard d'avant, ni les panneaux de cale, et ne sonde pas la cale à cargaison ou d'autres compartiments pour détecter d'éventuelles infiltrations d'eau. Le chef officier remarque qu'il y a environ 15 taquets à l'avant et à l'arrière de chaque panneau de cale, et 20 taquets de chaque côté, mais seulement la moitié de ces taquets sont suffisamment fonctionnels pour assurer la fermeture des panneaux de cale. Entre 07h00 et 09h00, le troisième officier relève le chef officier de sa veille sans signaler d'incident particulier, malgré le tangage du navire dans une forte mer du nord-est, tandis que le capitaine Cole se rend à la passerelle pour réduire la vitesse du navire en raison des conditions météorologiques. À 16h, le Marine électrique aperçoit le bateau de pêche Theodora, qui prend l'eau et demande de l'aide à la garde côtière. Le Marine électrique rejoint l'appel radio et donne sa position à environ 95 000 de l'embouchure de la baie. Il reste avec la Theodora en direction de l'ouest vers Chincoteague, en Virginie. À 18h22, le Marine électrique signale aux gardes-côtes qu'il risque de perdre le cap et fait face à des problèmes. 2 minutes plus tard, les gardes-côtes libèrent le Marine électrique de sa mission de surveillance de la Theodora pour lui permettre de reprendre sa route initiale vers le Massachusetts. Pendant la veille du troisième officier de 20h00 à 0h00, le capitaine Cole se repose mais demande des nouvelles toutes les demi-heures. Le navire avance lentement, parcourant moins de 2000 en 4 heures. Le troisième officier surveille la mer agitée, tandis que des vagues de 8 mètres frappent le pont jusqu'à l'écoutille numéro 4. Le navire roule fortement, s'inclinant de 10 à 15 degrés de gauche à droite. Un marin qualifié commence sa veille de minuit à 4 heures et remarque que la proue ne se soulève plus avec les vagues, mais les traverse. Les vagues frappent la proue, projetant une brume glacée. Le navire maintient un cap stable, mais quelque chose semble anormal. Sans les verrous fonctionnels pour fermer correctement les écoutilles, les couvercles ne sont pas étanches et l'eau de mer pénètre facilement dans les écoutilles avant numéro 1 et 2. Parce que les caisses d'arrose ont été retirées et remplacées par des plaques pleines, le système de cale ne peut pas évacuer l'eau des cales à marchandises. À minuit le 12 février, la proue du Marine électrique est plus basse dans l'eau que la poupe, ce qui rend la manœuvre et l'équilibrage plus difficiles. À 01h15, les mouvements de la proue deviennent lents et l'équipage commence à s'inquiéter alors que la communication avec la salle des machines est interrompue. À 2h, le capitaine Cole fait venir le premier officier sur la passerelle annonçant des problèmes et que le navire s'enfonce à l'avant.
Moins d'une heure après, le capitaine Cole contacte les gardes-côtes pour signaler une inondation et demander de l'aide immédiate. Le Mayday du capitaine indique qu'ils ne savent pas exactement quelle est leur situation. À 03h00, l'équipage suit le capitaine et rejoint le canot de sauvetage tribord. Ils préparent le canot et les bouées de sauvetage, espérant que ce n'est qu'une précaution et que le navire tiendra jusqu'au secours. La mise à l'eau des canots de sauvetage est difficile sans treuil, l'équipage tente donc de les descendre manuellement. 10 minutes plus tard, les appels du Marine électrique s'intensifient, poussant les gardes-côtes à envoyer un hélicoptère et rediriger un navire de secours. Le décollage est retardé car il faut retirer les pompes de l'hélicoptère prêt à partir. Le pétrolier Tropic Sun répond à l'appel de détresse mais se trouve à plusieurs heures de distance. Peu avant 4 heures du matin, le capitaine dit qu'il va perdre son navire. La gîte s'aggrave, passant de 15 à 20 degrés et le capitaine ordonne l'arrêt des moteurs. Le troisième officier donne un coup bref de sifflet d'abandon du navire avant de quitter la passerelle. L'alarme générale n'est jamais déclenchée. À 04h14, avant que l'équipage ne puisse mettre les canots de sauvetage à l'eau, le Marine électrique chavire, projetant les 34 membres d'équipage dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. L'équipage lutte pour rester à flot dans les vagues glacées, s'accrochant aux débris et les uns aux autres pour survivre. La garde côtière envoie plus de renforts. Un hélicoptère de la Marine de Virginie rejoint la mission. Les navires United States Ship Jack Williams et United States Ship Seattle, à 70 miles, se dirigeant vers le navire en train de couler. Le patrouilleur de la garde côtière, Point Island, un navire de recherche et de sauvetage de 25 mètres, joue un rôle crucial. À 05h20, l'hélicoptère et le navire garde côtière 1471 de la garde côtière arrivent sur place. Le chef des opérations de recherche et de sauvetage, le capitaine Blackett, évalue la tragédie et se rend compte que l'équipage est dispersé dans l'eau au milieu d'un temps de tempête, ce qui rend le sauvetage beaucoup plus compliqué. Un avion C-130 prend bientôt le commandement, guidant les navires Tropic Sun et Berginger lors de leur arrivée pour les recherches. 2 heures après le chavirement du Marine électrique, un hélicoptère de la Marine 737 arrive sur les lieux du drame avec un nageur de sauvetage pour aider aux opérations de récupération. La garde côtière calcule une ligne de dérive selon le vent et les courants pour estimer la direction et la distance parcourue par l'équipage. La ligne de dérive guide les sauveteurs vers un groupe de membres d'équipage du navire. À 06h16, l'hélicoptère garde côtière 1434 de la garde côtière récupère 2 corps dans l'eau. À 07h00, le Point Island découvre d'autres corps flottant dans un rayon d'un demi-mile. L'hélicoptère de la garde côtière récupère le marin valide, le troisième et le chef officier. Ils sont couverts du carburant du navire et sont en mauvais état. Ils sont transportés à l'hôpital général de la péninsule dans le Maryland. À peu près au même moment, les survivants sont évacués des lieux. 5 heures après le chavirement du Marine électrique, le patrouilleur Cherokee de la garde côtière prend le commandement et localise rapidement la coque retournée du navire. L'épave est partiellement submergée à la proue avec une partie de l'hélice visible. À 11h30 le 12 février 1983, le Marine électrique sombre sous les vagues, sa dernière demeure reposant à 36 mètres sous la surface de l'eau. Les recherches se poursuivent en Foch toute la journée, et à 15h10, ils trouvent l'épave coulée, mais le sonar ne détecte aucun signe de vie à l'intérieur. À 15h50, les navires marchands quittent le sauvetage, et le Cherokee récupère le canot numéro 2 du Marine électrique. Les navires de la Marine partent à 17h41, laissant les navires de la garde côtière effectuer une recherche nocturne. En fin de journée, mention que ils ont retrouvé 24 corps de plus, dont beaucoup couverts d'une épaisse couche de fioul lourd. À l'aube du lendemain, le 13 février, l'hélicoptère garde côtière 1434 confirme que des débris restent dans un rayon de dérive de 1 à 2 miles. La recherche de corps supplémentaires se poursuit, mais aucun autre survivant n'est retrouvé. Le Point Island est à court de carburant, alors ils rentrent à la base. Au crépuscule le même jour, la recherche active est suspendue. 3 jours plus tard, des plongeurs inspectent l'épave mais ne trouvent aucun signe de vie et la recherche prend officiellement fin. Le marin valide, le troisième officier et le chef officier étaient les seuls survivants parmi les 34 membres d'équipage du Marine électrique. Soignés pour hypothermie et choc, ils ont quitté l'hôpital quelques jours après la catastrophe. Sur les 24 corps retrouvés, 20 sont morts d'hypothermie et de noyade, et 4 se sont noyés directement.
7 personnes, dont le capitaine Core, sont portées disparues. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors vous pourriez aimer cette vidéo sur un autre navire perdu en mer.